Yo, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver, ça fait longtemps que j'ai pas pu filmer parce que je suis partie en voyage, ça a duré un peu de temps et puis j'ai beaucoup de travail, du coup ça m'empêche de faire toutes ces vidéos que j'aime faire. Mais pour 2018, je vous souhaite beaucoup de choses. Je vous souhaite des expériences et de l'amour et d'arriver à vos objectifs. Je suis partie en Inde en fait cet hiver pendant 3 semaines. Et du coup, par rapport à ça, j'ai énormément lu de bouquins. Genre vraiment, j'ai fait une petite phase maniaque de il faut que je me renseigne pour savoir où je vais, parce que j'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Je sais pas comment expliquer et je déteste le mot de développement personnel. Ça me saoule comme mot, mais j'ai eu l'impression que c'était un moment où j'allais vers quelque chose de différent. Et là, j'ai l'impression d'être revenue avec quelque chose de différent, en tout cas une vision de la vie et de moi-même et de tout le système en fait, différente. La première chose que j'ai lue qui m'a fait un bien fou avant de partir en Inde, c'est un livre de Daniel Audier qui s'appelle Le Tantrisme et quelque chose comme ça, je vous noterai la référence. Et donc en gros il raconte il raconte son histoire et son pèlerinage dans les montagnes indiennes pour essayer de toucher au tantrisme avec une tantrika. Le tantrisme ça consiste en prendre conscience de son corps et de tous ses membres, notamment à travers le sexe. Mais ce que j'ai aimé dans ce bouquin, c'est que toute la partie sexuelle arrive vraiment à la fin et qu'avant il y a tout ce cheminement de la prise de conscience de soi qui passe pas par le sexe mais qui passe juste par je sais pas, repousser les limites de son corps, qui est hyper intéressant. J'ai pas mal de phrases qui ont vraiment résonné en moi à ce moment-là et que j'ai gardé de côté, et c'est vraiment un livre qui m'a, je sais pas, qui m'a ouvert les yeux sur pas mal de trucs, et je pense que ça fait partie de ces livres qui, à un moment, sont faits pour toi. Parce que j'avais essayé de le lire il y a 8 mois de ça et j'avais pas accroché du tout et je l'avais laissé de côté. Et là, genre, j'ai recommencé et c'était évident. Et tout ce que je lisais faisait sens et je comprenais où il voulait en venir. Et ça résonnait en moi, cette idée de conscience du corps, d'oubli de l'ego, etc. Du coup, j'ai continué dans la même logique de cette histoire de développement personnel qui, encore une fois, je déteste, mais plus cette histoire de prise de conscience de soi par rapport à l'univers, on va dire ça comme ça. Et donc, j'ai lu Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, qui est un Mexicain qui te donne en gros 4 principes que tu dois suivre absolument, et grâce à ça, tu trouverais la liberté personnelle. Ce livre a beaucoup moins résonné en moi. J'en ai compris les principes, je l'ai lu jusqu'au bout et j'ai entendu, mais c'est pas quelque chose avec lequel je suis en accord complètement pour le moment. Et en tout cas, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Je sais pas comment expliquer, mais a priori, quand tu lis ce genre de bouquin, tu dois suivre cette voie-là et appliquer ce qu'on t'inculque. Pour le moment, les 4 accords Toltec, ça a pas eu le même effet sur moi. Mais n'empêche que c'est bien, en tout cas, d'essayer de voir comment le système fonctionne. Enfin, le système, c'est bizarre de dire le système, mais comment on fonctionne et tout ce qu'on a d'ancré en nous à cause de la société, l'histoire, nos conditions de vie, bref. C'est bien de le voir d'une manière différente et de s'approcher un peu plus de notre conscience et de notre moi intérieur, même si ça peut paraître un peu perché. Dans la même lignée, mais un peu moins ardos, mec perché, yoga, Bouddha, tout ça, il y a The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Donc moi je l'ai lu en anglais, mais il existe en français, je l'ai vu à la gare. Donc c'est un mec qui te dit qu'il faut juste arrêter de donner de l'importance à des choses qui n'en ont pas, et c'est aussi cette idée de essayer de mettre son ego de côté, essayer de relativiser et essayer de prendre du recul avec le pessimisme ambiant, nos ambitions et comment on voit l'avenir et comment on voit notre bonheur. Il essaye de dire on nous a inculqué qu'il fallait être les meilleurs, trop bons et tout, mais la vie c'est pas ça, la vie c'est simple, basique, juste survivre, c'est essentiel. Et il te dit en gros que bah, t'as des limites et t'as des sentiments et t'as des émotions, et il y a des choses que tu peux pas faire, et il faut que tu les acceptes, et il faut entre guillemets que tu acceptes tes faiblesses et ta condition. Du coup j'ai trouvé ça bien et drôle à des moments, et à d'autres moments j'étais un peu en mode ça résonnait avec ce que j'étais en train de vivre, dans le sens où je parlais beaucoup avec des personnes en Inde qui m'ont expliqué que ma vie avait été absolument parfaite, absolument peut-être pas parfaite, mais c'est vrai que j'ai une vie très heureuse, je peux pas le nier, et j'ai pas beaucoup connu de malheur, et du coup les petits désagréments, c'est comme ça qu'on dit,
les petits désagréments de la vie ont tendance à me bouleverser pour pas grand chose et me rendre très très mal. Et du coup, ces personnes me disaient, mais en fait, c'est comme ça et il faut juste que tu acceptes et que tu deals avec et que tu juste remettes tes curseurs à d'autres endroits. Délire de perdre son ego et de vivre bien avec soi-même, même si c'est 100 000 milliards d'ambitions. Et j'aime cette idée-là et j'espère réussir à y tendre, à être heureuse avec ce que j'ai tout le temps, plutôt que de me plaindre tout le temps et d'espérer mieux tout le temps. Et je vous conseille quand même de lire ce livre, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus si vous avez envie de le lire, parce que moi je l'ai vraiment lu dans ce délire de j'étais en Inde et j'étais perdue et j'avais énormément de réflexions, donc je pense que je suis pas complètement objective là-dessus. Vraiment pas d'ailleurs. D'ailleurs, sur aucun de mes bilans, je suis objective, mais bon, en tout cas, voilà. L'odeur de l'Inde de Pier Paolo Pasolini, qui est un réalisateur italien qui a écrit ce bouquin vers 1960, quand il est parti en voyage découvrir Bombay et ses alentours. Je pense que c'est pas un livre que tu peux lire si t'es pas allé en Inde et si tu vois pas ce que c'est, parce qu'il décrit des choses qui font sens que quand tu les vois. Là où j'ai adoré ce bouquin, c'est que tout ce qu'il dit est absolument vrai et je l'ai vécu là-bas. Et en fait, au début, il est vraiment très condescendant avec le pays. Il le dépeint avec une certaine haine, un dégoût si tu lis ça, tu te dis mais en fait c'est dégueu comme pays. Toute sa haine, etc., tu la comprends dans la mesure où c'est une haine qui est juste le miroir de sa propre haine, parce que quand t'es en Inde, tu te vois en fait, tu te découvres, tu te vois, je sais pas, c'est perché ce que je dis, mais tu te vois. Et du coup, il a transposé toute sa haine de lui-même à travers le récit de l'Inde. Alors c'est très deep là ce que je suis en train de dire, donc c'est un livre que je vous conseille si vous allez en Inde. C'est magnifiquement bien écrit, t'as envie de le tuer parfois parce qu'il dit des choses qui sont juste dégueulasses, et en même temps tu te dis mais je comprends tellement ce sentiment, parce que l'Inde c'est tellement difficile parfois à comprendre, c'est tellement difficile de prendre toutes ces informations là, parfois c'est dur, et du coup je comprends pourquoi il est aussi violent, mais en fait c'est magnifique. Et puis finalement c'est juste une déclaration d'amour à ce pays là. J'ai lu Libre de Ovidi et Digli et je n'ai pas aimé du tout. Non, j'ai pas vraiment aimé parce que je trouve que c'est pas très très bien écrit. Je trouve que c'est un peu des banalités, en tout cas moi c'est des choses qui sont rentrées dans ma conscience de ce qu'est la sexualité, le féminisme, et du coup j'avais pas besoin de les relire. En gros ça t'explique, ça te décrit les dictats de la société auxquels on doit faire face. Notamment le fait qu'on cache les règles, le fait qu'il y ait un diktat du poids, le fait qu'il y ait un problème par rapport au... Enfin, qu'il y ait un problème par rapport... Que le sperme soit accepté alors que... Enfin, que l'orgasme masculin soit accepté alors que celui de la femme le soit moins. Bref, tous ces dictats-là qui existent, c'est certain. Je fais ce que je veux avec mes poils, avec mes règles, et je suis devenue super... Enfin, je suis super libre avec ma sexualité et avec ça, donc a priori j'ai pas de problème, et tout ce qu'elle disait pour moi c'était des banalités logiques. Par contre je pense que c'est bien peut-être pour les plus jeunes et pour les jeunes filles qui sont pas encore bien développées dans leur sexualité et qui sont encore bouffées par tout ça. Ouais, en tout cas, dans tous les cas, la démarche est hyper bonne, donc je peux que vous conseiller d'aller vous renseigner si ça vous intéresse. Moi, c'est vraiment pas quelque chose qui m'a plu parce que j'ai déjà eu accès à d'autres choses mieux, mais pourquoi pas pour commencer si vous comprenez pas. Si même vous-même vous avez honte de vos règles ou de vos poils, ou vous faites des faciales parce qu'on vous a dit qu'il fallait en faire, ouais là clairement il y a peut-être un souci, et dans ce cas là peut-être lisez ça, mais pour l'année 2018 on va peut-être un peu se calmer sur le sexe, les femmes et l'amour. Je pense que voilà, comme je le dis, et en lisant ce livre je m'en suis rendu compte, je suis arrivée à un point où je connais le sujet. Je maîtrise le sujet, je sais ce qui est bon, je sais ce qui est pas bon, je sais ce que je peux faire, je sais ce que je peux pas faire. Genre je suis très libre avec ma sexualité et je pense que j'ai plus besoin d'explorer à tout prix ça tout le temps. Là c'est bon, j'ai trouvé ma place entre guillemets en tant que femme et je suis bien avec mon corps, et
et je suis bien en amour aussi en ce moment. Et du coup j'ai un peu envie de sortir de ce sujet-là et de cette... Pour moi c'est devenu une zone de confort parce que je sais de quoi je parle et que je lis et je parle que de trucs comme ça tout le temps. Là j'ai envie de... pour 2018 j'ai envie de m'ouvrir à des choses qui me paraîtraient pas évidentes. Que ce soit des sciences ou j'en sais rien, des choses qui a priori ont rien à voir avec ma vie ou même avec ma vie, qui ont rien à voir avec mes sujets de prédilection, que ce soit de l'histoire ou j'en sais rien. En tout cas j'ai envie d'aller un peu voir ailleurs et j'espère que ça vous plaira aussi, qu'on lise d'autres choses et qu'on voit d'autres choses et qu'on s'intéresse à autre chose qu'aux fesses, à l'amour et aux femmes. Même si ce sont des sujets absolument passionnants. Le dernier bouquin dont je vais vous parler fait justement partie de cette catégorie de choses que je n'avais jamais explorées avant, et pourtant c'est devenu un de mes bouquins préférés absolument. Il s'agit de Player One de Ernest Cline, qui va bientôt d'ailleurs être adapté au cinéma par Steven Spielberg. Et je vous conseille vraiment de lire le bouquin avant de voir le film, parce que la bande-annonce a l'air trop nulle à chier comparativement au bouquin. Le bouquin est juste génialissime. Donc c'est un peu de la science-fiction et Dieu sait que j'aime pas ça, mais là je sais pas pourquoi, c'est un peu dans le délire Black Mirror. Donc c'est un peu plus tard que nous, là en 2048 ou 2025, je sais plus, en tout cas plus tard que nous, le monde détruit comme pas possible et David Hallyday a créé un jeu de société en ligne qui ressemble en fait à... C'est un monde virtuel en ligne sur lequel tu te connectes tous les jours, qui s'appelle l'Oasis, et dans lequel tu peux avoir ta propre vie. C'est un peu l'Oasis, un mélange de Facebook, World of Warcraft et plein d'autres jeux. Et en fait, ce jeu de société a pris le pas sur la vie réelle, et donc le monde réel est en désintégration totale, et du coup les gens se retrouvent dans le monde virtuel. Donc ils enfilent des lunettes et des gants haptiques, et ils se retrouvent dans le monde, et ils passent leur journée là-bas, à tel point que l'éducation est faite à travers le jeu pour les jeunes, que les gens bossent à travers le jeu pour gagner des points pour pouvoir évoluer dans le jeu, enfin, etc. Donc tout le monde vit dans le monde virtuel de l'Oasis. Et en plus de ça, David Hallyday, le créateur, meurt et t'explique, il a caché un œuf dans le jeu et il propose à tous les gens qui vivent sur l'Oasis de partir à sa quête. Et en gros, il y a plusieurs étapes, il y a 3 portes, il y a des clés, il y a des bordels, pour arriver jusqu'à l'œuf qui te fera gagner, enfin prendre le contrôle de l'Oasis. Donc tu deviendras en gros son héritier. Et là où c'est trop intéressant, c'est que du coup il y a une confrontation entre les fans du jeu et de Hallyday et les pouvoirs, les entreprises privées qui veulent à tout prix prendre le contrôle, parce que c'est un business de malade puisque tout le monde se connecte tous les jours à ce jeu. Donc il y a un jeune garçon qui s'appelle Wade, voilà, donc il y a Wade qui finalement va trouver la première clé. Dans la vraie vie, il est au bout de sa vie, il vit dans un taudis avec sa tante, enfin il a vraiment pas la vie facile. Et il est fan de Hallyday et de l'Oasis, et il découvre la première clé. Et après, ça part en live, et c'est tellement bien. Franchement, c'est trop cool, je pourrais en parler des heures, tellement ce livre m'a trop motivée. Enfin, c'est trop de l'aventure, trop génial, où tu passes par plein d'univers différents, plein de différentes étapes. Ça m'a un peu rappelé Hunger Games, et je suis un peu fan de Hunger Games. Et puis t'as tout cet univers aussi des jeux vidéo des années 80 à 2000 avec... Enfin, moi je m'y connais vraiment que dalle, et encore je connais 2-3 trucs, donc voilà, mais pour les fans de jeux vidéo et de tout ce monde-là, enfin ça doit être trop bien parce que t'as des rêves tout le temps de tous les différents robots, jeux vidéo, ouais, c'est vraiment un univers créé qui redonne de la valeur à tout ce monde-là, qui a souvent été, je trouve, mis de côté, genre « Ah, jouez pas aux jeux vidéo, ça vous abrutit ». Et là ça lui donne de la valeur, et ça fait aussi réfléchir sur comment fonctionne notre société, et c'est un peu pousser à bout les limites de la réalité virtuelle, etc. Et c'est vraiment trop cool, donc je peux que vous conseiller de lire Player One, qui moi m'a fait péter un câble et j'ai trop adoré quoi. En termes de films, ce mois-ci, j'en ai vu 2 de bien. Le premier, c'est Captain Fantastic, vous avez sûrement dû déjà en entendre parler. C'est l'histoire d'un père qui décide d'éduquer ses 8 enfants en dehors du système de la société, vraiment reclus dans la forêt, sans rien, en autosuffisance. Et donc c'est-à-dire qu'ils chassent, qu'ils pêchent, qu'ils se nourrissent, qu'ils se cultivent tout seuls, qu'ils créent leur propre maison, etc. Donc ils sont vraiment pas à côté de la plaque, mais ils vivent vraiment de manière extrême. Ça essaye de montrer un peu les points positifs et les points négatifs de cette expérience, qui est radicale.
c'est un film absolument magnifique, absolument nécessaire. Je trouve que c'est très très intéressant de montrer ça. Et encore une fois, je l'ai vu juste avant de partir en Inde et du coup ça a fait genre résonance totale quand je suis allée là-bas. Ça m'a fait penser à Auroville parce que Auroville c'est aussi un endroit où on essaye de vivre contre les dictats de la société et de manière différente et plus naturelle entre guillemets, de revenir à l'essentiel. Et, et c'est super beau, enfin, c'est sublime de se dire que il y a des gens qui veulent vivre comme ça, il y a des gens qui y arrivent et que c'est peut-être bien à un moment de remettre en question comment nous on fonctionne et de revenir à des choses beaucoup plus naturelles. En tout cas, moi c'est vraiment mon délire pour 2018 et c'est vraiment ce que j'ai appris en Inde. Enfin, le pays m'a vraiment... il faut vraiment que je vous fasse une vidéo là-dessus parce que ça a été un voyage genre hyper intense et hyper... ça a vraiment été un tournant. Pas un tournant mais un déclic pour moi. Mon esprit a été modifié clairement et j'ai plus les mêmes idées qu'avant et je suis pas la même personne qu'avant je pense. Et du coup, faut qu'on s'en parle aussi de ça parce que c'est vraiment trop intéressant. En vrai, j'ai besoin aussi de vous parler de l'Inde et de ça, de cette expérience assez ouf. Et donc, pour revenir à Captain Fantastic, regardez ce film, c'est d'une beauté absolue. Et le deuxième film que j'ai regardé, c'est The Big Sick, qui est une histoire d'amour entre un Pakistanais dont les parents veulent le marier de force avec une Pakistanaise et une jeune Américaine qui, elle, se refuse à l'amour parce qu'elle vient de se séparer de son copain après des années. Et c'est une histoire d'amour qui ne marche pas très bien au début. En tout cas, c'est une histoire d'amour qui s'interdisent et puis finalement, ils vont voir que c'est genre évident. Il va y avoir 2-3 rebondissements. C'est très simple, c'est vraiment un petit film du dimanche soir... mais c'est cool, j'ai bien aimé l'ambiance, j'ai bien aimé les acteurs et le scénario et c'était un chouette petit film. Il y a la saison 2 de Easy qui est sortie. Easy, c'est vraiment ma série préférée. C'est une série qui est dispo sur Netflix et chaque épisode est indépendant. Il raconte, de base dans la saison 1, ça racontait des histoires de sexe et d'amour pour différentes configurations. Et là, la saison 2, tu retrouves les mêmes personnages, donc c'est chouette déjà, mais c'est du coup sur de nouveaux problèmes et qui ne concernent pas seulement leur sexualité ou leur amour, mais aussi des choses un peu plus globales sur leurs valeurs et ouais, je sais pas comment expliquer, mais qui concernent un peu plus des choses, que ce soit la jalousie, le voyeurisme, en gros, qui viennent remettre un peu, poser des questions sur nos valeurs. Et c'est cool parce que c'est un peu c'est différent de la saison 1, c'est pour ça que je vous en parle, c'est parce que c'est pas le même schéma que la saison 1 et ça apporte encore de nouvelles choses et des bonnes choses. Et c'est des épisodes qui finissent généralement ouverts et qui te font rentrer juste une petite info et te disent est-ce que je suis d'accord avec ça et est-ce que je remettrai pas aussi en question cette idée que j'ai à ce sujet. Niveau direction artistique, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Genre c'est simple mais c'est hyper efficace, les acteurs sont super beaux et c'est vraiment ce que j'aime le plus. Et en termes de DA et en termes de propos aussi, c'est hyper chouette, hyper poétique, donc je ne peux que vous conseiller Easy. Et en termes de musée, je suis allée voir au Palais de Tokyo la carte blanche à Camille Henriot, qui est une artiste qui fait de l'art contemporain et qui a utilisé tout l'espace du musée pour exploiter beaucoup de choses. Des peintures, des sculptures, des mises en scène. Il y avait beaucoup d'informations et malheureusement je n'ai pas accroché du tout. C'est pas une expo qui m'a touchée du tout. Après je trouve que c'est très impressionnant de voir à quel point un artiste peut s'approprier le Palais de Tokyo et c'est pour moi une des plus belles architectures, c'est un des plus beaux endroits d'art, le Palais de Tokyo, parce que c'est vraiment les espaces, ils les modifient tout le temps et en même temps t'as des passages à gauche, à droite et c'est vraiment un bâtiment que j'adore et dans lequel je me sens vraiment très bien. Et je trouve ça hyper chouette qu'elle ait pu exploiter tout cet environnement. Pour elle ça a dû être juste génialissime, mais moi malheureusement j'ai pas accroché avec ce qu'elle disait et c'était trop fouillis et c'était pas fait pour moi, donc tant pis. Puis j'ai vu une autre expo à la Monnaie de Paris, Women's House, qui se termine malheureusement dans 15 jours. Je suis désolée, si vous avez le temps, allez-y. C'est une exposition qui, à travers 11 salles, explique le rapport entre l'espace et la femme. Parce que très longtemps, la femme a été confinée à la cuisine, disons-le comme ça. Enfin, voilà. Et elle n'a pas eu d'espace à elle dans lequel elle pouvait s'exprimer.
Ça va notamment avec le propos de... Est-ce que je vous ai déjà parlé de Virginia Woolf? Parce que je crois que je vous en ai jamais parlé, et pourtant ce qu'elle écrit c'est absolument merveilleux. Mais je sais pas si je vous en ai parlé. Bon, en tout cas, lisez du Virginia Woolf, c'est vraiment très 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 bien. Et donc là, cette expo t'explique comment la femme doit s'approprier l'espace et comment elle a essayé de le faire. Et donc voilà, c'est que des artistes femmes qui essayent de s'approprier l'espace. C'est pas une expo transcendante, mais c'est assez intéressant. Et j'ai adoré voir l'œuvre de Niki de Saint-Phal, Nana Maison. Donc les nanas, c'est ce personnage qui, j'espère, vous connaissez, qui représente une femme... en forme et colorée. Je vous mets une image si vous connaissez pas, mais si vous connaissez pas les gars, faut aller vous renseigner là-dessus parce que c'est une base de l'art. Et donc elle a fait une nana allongée qu'elle a transformée en maison. Donc c'est une immense nana au sol. On pouvait rentrer dedans pour aller voir un bar et je sais plus, il y avait peut-être un cinéma dedans, je sais plus, mais en tout cas il y avait quelque chose à l'intérieur. Et tu rentrais donc dans la femme par son vagin. Et il y avait donc dans l'exposition Woman House, il y avait donc un documentaire là-dessus et c'était vraiment très très cool de voir comment la nana avait été construite et d'écouter encore une fois Niki de Saint-Phal qui pour moi fait partie de mon top 5 des artistes les plus inspirants au monde. Au Louvre, ils ont mis en place un système hyper intéressant où des jeunes étudiants sont en fait tes guides dans le musée. On donne une œuvre à chaque étudiant et celui-ci connaît un peu l'histoire de l'œuvre et peut en parler pendant 10 minutes, mais d'une manière un peu chouette quand même. C'est super cool de pouvoir faire participer des étudiants à ça et de pouvoir... du coup, eux, ils s'intéressent à l'œuvre, ils travaillent sur l'œuvre en amont et ils décident de te raconter ce qu'ils veulent te raconter sur l'œuvre. Mais eux, ça leur... clairement, ils apprennent des choses et puis ensuite, ils te les transmettent. Et c'est vraiment très cool que ce soit des étudiants qui le fassent et qu'ils le fassent de cette manière. Il y a un échange qui se crée, qui est beaucoup moins formel qu'avec un guide. Et voilà, c'était super cool. Donc je vais essayer de voir et de vous mettre en barre d'infos si ça existe encore. Si ça vous intéresse d'ailleurs d'être guide, si vous pouvez le faire, je crois que tout le monde peut le faire. Mais peut-être qu'il y a des partenariats avec les écoles, j'en sais rien, faut voir. Et voir si ça existe dans d'autres musées, et voir les dates, etc. Je parle définitivement trop dans les bilans culturels, je viens de parler pendant 45 minutes, et du coup j'ai plus de batterie. Donc voilà, je voulais vous dire merci pour tous vos retours et vos messages. Continuez de vous cultiver, continuez de m'envoyer des références si vous en avez. Je promets de garder du coup les bilans culturels pour l'année 2018, mais ils seront, je pense, pas mensuels. Et je vous embrasse, je vous dis à la prochaine, je vous souhaite une très bonne journée. Bisous!